L'année iranienne fut d'attentats qui ont causé la mort non seulement de plusieurs centaines de citoyens, mais d'un nombre de dirigeants religieux et civils. L'ancien Premier ministre Ali Rajai a lui-même péri 6 jours après avoir été nommé président dans une explosion qui a aussi coûté la vie à son successeur, le Premier ministre Mohamed Bahonar. Un mois plus tôt, en juin, l'Ayatollah Beheshti, ministre de la Justice, et 4 autres ministres, ainsi qu'une vingtaine de députés, étaient tués dans un attentat à la bombe qui avait fait 74 morts. Ces actes de violence ont entraîné une répression sanglante contre tous les opposants au régime intégriste musulman. Des milliers d'Iraniens ont été arrêtés. Plusieurs centaines ont été exécutés après des procès sommaires. Cette persécution religieuse s'est considérablement intensifiée après la querelle entre les intégristes et les partisans de l'ancien président Bani Sadr qui s'est exilé à Paris. Aujourd'hui, Bani Sadr exhorte ses compatriotes à se soulever contre l'ayatollah Khomeini, qu'il considère comme un dictateur qui a perdu la raison. Faites confiance en vous-même, soulevez-vous et renversez ce régime pour établir enfin un régime de liberté de l'indépendance. Entre-temps, la guerre entre l'Iran et l'Irak s'est poursuivie durant une 2e année, sans qu'aucun des 2 pays ne puisse clamer victoire. En septembre, l'Iran affirmait avoir chassé les forces irakiennes d'Abadan et avoir levé le siège qui paralysait la ville et le port. La guerre s'est propagée au Koweït, où d'importantes raffineries ont été bombardées. L'Iran a nié toute responsabilité dans cette opération, mais des avions radars AWACS postés par les États-Unis en Arabie Saoudite ont repéré l'avion qui a bombardé les installations du Koweït. C'était un appareil iranien. L'aviation israélienne est entrée en action chaque fois que l'État hébreu s'est senti menacé. Des escadrilles de chasseurs ont détruit près de Bagdad une importante centrale nucléaire qui, selon le gouvernement irakien, était consacrée exclusivement à des recherches purement pacifiques. En plusieurs occasions, les forces israéliennes ont lancé des attaques aériennes contre les camps palestiniens au Liban et en Syrie. Les combats dans la ville de Bekaa en avril ont démontré jusqu'à quel point le Liban constitue toujours un terrain d'affrontement international. La force de paix de la Ligue arabe vise à contrer les tentatives des chrétiens libanais de gagner ses positions stratégiques dans les montagnes surplombant la ville de Zalé. La force de paix de la Ligue arabe se compose surtout de soldats syriens, tandis que les chrétiens bénéficient de l'appui tactique des Israéliens. La Syrie a craint une attaque d'Israël par la vallée de Bekaa. Le bombardement de Beyrouth par les avions israéliens a fait 200 morts et 3 fois plus de blessés. Les autorités de Tel Aviv ont soutenu que ce raid aérien avait pour but de neutraliser des postes de commande palestiniens. Mais cette attaque a soulevé une telle vague de protestations à travers le monde que le président Reagan a été contraint de suspendre la livraison d'une nouvelle escadrille de chasseurs à l'État d'Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est toutefois abstenu de condamner cette offensive
comme il l'avait fait pourtant lors du bombardement de la centrale nucléaire de Tabriz en Irak. Redoublant d'audace, le Premier ministre Begin est sorti en chaise roulante de l'hôpital où il avait été soigné pour une fracture à la jambe afin de se rendre voter à la Knesset qui a décrété l'annexion des hauteurs du Golan. Israël a donc posé ce geste surprise pour étendre sa juridiction sur ce territoire montagneux de 645 000 carrés conquis lors de la guerre des 6 jours en 1967. Vraisemblablement, le Parlement israélien a voulu étendre son territoire en escomptant que la réaction internationale soit moins vive, puisque l'attention du monde est tournée vers la Pologne, où les événements se sont précipités lors des dernières semaines. Après des mois de tensions créées par des ouvriers polonais groupés dans la puissante centrale syndicale indépendante Solidarité, les chefs militaires ont voulu confirmer leur pouvoir en proclamant la loi des mesures de guerre dans toute la Pologne. Cette démonstration de force fut la réponse du gouvernement aux travailleurs qui, par des grèves et de grandes manifestations, réclamaient des mesures pour surmonter la pénurie alimentaire et avoir droit au chapitre dans la gestion des affaires de l'État communiste. Toutes les frontières du pays ont été fermées, les communications ont été rompues. Cependant, des informateurs des pays voisins ont rapporté que les militaires brisent la résistance des travailleurs en procédant à des arrestations massives, en délogeant systématiquement par la force tous les occupants des lieux de travail et en transformant toute la Pologne en un véritable camp de concentration. De toute évidence, ces mesures d'exception ont été téléguidées de Moscou, qui suivait l'évolution sociopolitique de la Pologne avec un agacement certain. Ayant épuisé tous leurs recours et se voyant menacés d'être dépassés par un mouvement populaire de libération, les chefs militaires n'ont pas hésité, sanctionnés par Moscou toujours, à recourir à la force pour asservir le peuple polonais. La proclamation de la loi martiale en Pologne fut précédée à l'automne d'une démonstration de la puissance navale au large de la côte baltique. Comme mesure de pression sur les dirigeants polonais, les pays du bloc communiste ont procédé durant toute l'année à des manœuvres militaires le long des frontières de la Pologne. Officiellement, l'Union soviétique s'est toujours défendue d'avoir l'intention d'intervenir militairement dans ce pays. La France est devenue socialiste en se choisissant François Mitterrand comme président et en élisant une majorité de députés socialistes à l'Assemblée nationale. Le nouveau président français s'est attiré les reproches de Washington en nommant quelques communistes au sein de son cabinet. Il a toutefois réussi à calmer ses inquiétudes en préconisant une politique extérieure conforme à celle des pays de l'OTAN. Des responsabilités qui désormais m'incombent. Je ne distingue pas entre eux, ils sont notre peuple et rien d'autre. Je n'aurai pas d'autre ambition que de justifier leur confiance. Sur le plan intérieur, il a procédé à la nationalisation des banques françaises et de plusieurs industries. Conformément à ses promesses électorales, le nouveau gouvernement de Pierre Mauroy a décidé d'augmenter le personnel de la fonction publique et d'abolir par ailleurs la peine de mort. J'ai beaucoup de travail à faire. Oui. Hein? En Grèce également, la gauche prend le pouvoir après 35 ans de régime de droit. Le mouvement socialiste Panhellénique de Andreas Papandréou remporte 174 des 300 sièges. C'est ainsi que le régime des colonels a pris fin en Grèce, qui a manifesté son désir de changement politique. C'est un ancien Premier ministre, Constantin Karamanlis, qui a accédé à la présidence.
Et en Espagne, coup d'État raté. Le 23 février, un officier à la tête d'un détachement militaire de droite fait irruption au Cortés et annonce, au grand étonnement des députés rassemblés, que l'armée prend le pouvoir. Semant la panique chez les élus du peuple, les conspirateurs ouvrent le feu, mais sans viser qui que ce soit. Un seul député s'est tenu debout face aux mutins, tous les autres s'étant cachés sous leur pupitre. À l'extérieur, le roi Juan Carlos a formé un gouvernement d'urgence, puis il a téléphoné personnellement aux commandants régionaux pour s'assurer de leur loyauté. Après un siège de 18 heures, les rebelles se sont livrés aux autorités et les députés ont recouvré leur liberté. Éruption de violence en Grande-Bretagne. Liverpool a été une des villes les plus perturbées. Mais des émeutes ont également éclaté à Londres et à Manchester. De jeunes chômeurs se sont heurtés aux forces de police lorsqu'ils ont tenté de tout saccager sur leur passage pour manifester leur agressivité. Dans Brixton, un quartier londonien, des bagarres ont éclaté entre blancs et noirs. En Irlande du Nord, Bobby Sands devient le premier d'une dizaine de prisonniers agenouillés jusqu'à la mort dans une tentative d'obtenir un statut de prisonnier politique et aussi l'abolition du régime britannique de l'Union des deux Irlandes. Le gouvernement britannique demeurant inflexible, l'armée de la République d'Irlande a mis fin à cette grève qui a coûté la vie à 10 jeunes gens et n'a donné aucun résultat. Chez les protestants, un député, le révérend Robert Bradford, a été assassiné par des membres de l'IRA. Le secrétaire du gouvernement de l'Irlande du Nord a réclamé la peine de mort pour les auteurs de l'attentat. L'IRA a commis une série d'autres attentats à la bombe plus ou moins meurtriers. À Londres, une camionnette piégée a sauté au moment du passage d'un autobus rempli de 2 personnes ont été 23 autres blessés.